Bienvenue à tous à ce mercredi 13 mars. Aujourd'hui, nous allons parler des impacts d'être co-emprunteur sur un dossier de crédit. Mais tout d'abord, avant, j'aimerais vous remercier pour tous les abonnements à la chaîne YouTube que nous avons reçus. Nous sommes rendus à 18 352 abonnés. Il y a quelques instants là, que j'ai pris l'information et nous avons plus de 140 000 visionnements de nos formations et on a seulement 10 vidéos. Alors, on est vraiment surpris, impressionné. On vous remercie de votre fidélité. On aimerait également que vous ajoutiez des commentaires sur nos vidéos, que vous puissiez les liker. C'est très bon pour les algorithmes. Alors, merci de nous apprécier et on souhaite que le matériel qu'on vous présente ici vous aide vraiment dans votre mandat professionnel. Et si vous êtes consommateur, eh bien, vous êtes également bienvenu. Vous allez en apprendre plus. Alors maintenant, nous allons commencer sans plus tarder. Mais juste avant, je vais vous dire aussi, si vous voulez participer aux webinaires lorsqu'ils sont enregistrés, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre infolettre. Vous allez recevoir le lien de connexion et vous allez pouvoir participer avec nous en live. Alors, nous commençons dès maintenant. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est l'Académie de formation et de prévention de la fraude, nous avons été créés en juillet 2020 par moi-même et Claudia Aubry, qui est ici présente. Et c'était dans l'objectif de répondre à un besoin criant de formation diversifiée en matière de prévention de la fraude, tant pour les professionnels, les entreprises que les consommateurs québécois. Donc, nous offrons également des services consultatifs dans le domaine de la prévention de la fraude. Notre mission, eh bien, c'est d'outiller les professionnels à mieux faire face au phénomène de la fraude au Québec. D'ailleurs, il y a une célèbre citation du général Sun Tzu, qui est un général chinois qui a écrit le livre de la guerre au Moyen Âge et qui disait, si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Mais si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre. Donc, notre mandat, c'est ça. Vous pouvez aller sur notre plateforme afpf.ca et suivre des formations préenregistrées en mode asynchrone en ligne à votre rythme. Si vous êtes un professionnel, membre d'un ordre ou d'une association, vous pouvez même obtenir des UFC, donc des unités de formation continue. Alors, question de me présenter, eh bien, je suis spécialiste en gestion et prévention de la criminalité financière pour l'AFPF. Je suis également vice-président pour la section du Québec de l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928 au Canada. Je suis auteur du livre La face cachée des bureaux de crédit que vous pouvez commander en anglais ou en français sur Amazon. Je suis parrain également de plusieurs regroupements de victimes de fraude, porte-parole dans les médias d'information. Je suis un formateur ou dispensateur de formation reconnu dans diverses associations professionnelles. Je suis également organisateur du colloque sur la fraude à Montréal. Je suis membre non certifié d'ACFE, donc Certified Fraud Examiner, l'ACFCS, ACIS, et également membre du Cercle canadien francophone d'analyse géostratégique. Alors, l'objectif des mercredis, bien, c'est dans le but d'aider les professionnels à parfaire vos connaissances en matière de dossiers de crédit consommateurs. Donc, ça va vous aider à mieux conseiller vos clients et à leur permettre de réaliser leurs projets et à se tenir loin aussi des entreprises ou cliniques de crédit qui proposent des solutions miracles qui sont malheureusement souvent pas réglementées par l'industrie ou qui offrent des conditions tout simplement abusives à leurs clients. Donc, le but ici, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, aujourd'hui, on va voir l'impact d'être co-emprunteur sur un dossier de crédit. Alors, l'avis de non-responsabilité, eh bien, cette formation n'est destinée que pour des fins éducatives seulement. Elle ne constitue en rien un avis juridique. Je ne suis pas avocat. Toute utilisation non autorisée du contenu de cette formation est proscrite et peut entraîner des poursuites judiciaires. La FPF et ses partenaires se dégagent de toute responsabilité quant à l'information que vous aurez apprise
dans cette formation et l'usage que vous en ferez. Donc, aujourd'hui, on va voir la définition de co-signataire ou co-emprunteur. On va voir la différence, les différents types de responsabilités. Qu'arrive-t-il en cas de défaut? Les politiques d'inscription au dossier de crédit, créance garantie ou pas, mesures de recouvrement et poursuites judiciaires, comment négocier, combien de temps au dossier de crédit, gains et pertes de pointage et conclusion. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette formation, donc à la monter. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de matériel et c'est fort intéressant. Donc, définition de co-signataire ou co-emprunteur, eh bien, un co-signataire, un endosseur, un co-emprunteur, c'est la même chose, ça désigne la même personne. Donc, c'est une personne qui peut aider un demandeur à obtenir un emprunt ou un emprunt hypothécaire lorsque celui-ci ne remplit pas lui-même les critères d'admissibilité. Donc, il s'agit d'un parent, un proche, un conjoint généralement. L'étymologie du mot crédit, bien dans le domaine financier, le mot crédit désigne la confiance en la solvabilité de quelqu'un. D'abord, d'ailleurs, le mot crédit vient du latin credere, qui veut dire celui qui fait confiance. Donc, si on prend le mot crédit et on le scinde en deux, eh bien, quand on dit crédit, est-ce que je peux croire ce que tu dis quand tu dis que tu vas me rembourser ou tu vas me payer? Donc, est-ce que la personne va être en honneur ou en déshonneur devant ses obligations, devant sa promesse de paiement futur? Donc, tout est basé sur la confiance et notre système financier repose également tout sur la confiance, que ce soit dollar canadien, américain ou en euros. Bien, sachez que la valeur du billet comme tel est établie peut-être à 27 sous, mais la valeur en le 20 ou le 20 euros que vous avez dans les mains, bien, c'est la confiance que vous portez en ce billet qui va en déterminer sa valeur. Eh bien, c'est la même chose avec le crédit comme tel. Donc, les motifs d'un prêteur qui demande un co-emprunteur. Donc, dans quelles circonstances un prêteur va demander l'ajout d'un co-emprunteur? Bien souvent parce que le ratio d'endettement est trop élevé, hein. On l'a vu dans la formation précédente, là, où on a parlé de la théorie de Babylone, là, en fait, la formation sur les stratégies de sortie et dossier de crédit. Donc, lorsque le ratio d'endettement dépasse 42-45 eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va demander un co-signataire. Le pointage du crédit qui peut être à ce moment-là défavorable, on va le voir tout de suite après. L'historique de crédit qui est trop récent ou manque d'expérience. La stabilité de résidence, ça aussi, ça tient pour compte lors d'une décision. L'actif passif, donc qu'est-ce qu'on a comme actif réalisable ou saisissable et qu'est-ce qu'on a comme dette. Les garanties qu'on peut donner. Le profil d'endettement, est-ce que c'est quelqu'un qui constamment va réhypothéquer sa maison pour rembourser ses cartes de crédit et plutôt que de payer sur une longue période de temps et d'abaisser son solde hypothécaire, va tout simplement le monter en suivant la valeur du marché. Donc, tout ça a une incidence sur la décision d'un prêteur. Et le type d'emploi occupé, la permanence et le risque de mise à pied. Donc, si par exemple, dans les médias, il y a une nouvelle qui annonce que l'employeur en question va faire des mises à pied, eh bien, tout ça va avoir une incidence dans la décision du prêteur à demander un co-signataire. Tout est une question de gestion de risque. Et le but ici d'un prêteur, c'est toujours de minimiser son risque le plus possible. Donc, ici, on a un tableau qui, en fait, la reproduction d'un tableau interne d'Equifax, qui est un prédicteur de risque à la consommation. Donc, si on regarde dans la colonne de gauche, on voit une zone de pointage qui varie de 300 à 900. Donc, on a les moyennes. Donc, ce qui est dans le rouge, c'est ce qui fait partie du haut risque. Dans le jaune, c'est le risque moyen. Dans le vert, c'est le risque modéré, en fait, qui est faible. Donc, si on va maintenant dans la colonne de droite, on voit la probabilité ratio bon et mauvais payeur. Eh bien, si on regarde vis-à-vis le 1 sur 6, on peut voir qu'une personne qui a un pointage entre 601 et 640 va représenter un risque de mauvais payeur de 1 sur 6. Donc, ça, c'est le ratio. Et 1 sur 6, ça représente 16 de risque. Généralement, les institutions financières vont plutôt être frileux
On peut voir juste en dessous le 1 sur 5 qui est 20 de risque. Habituellement, les institutions ne dépasseront pas 20 de risque. Les assureurs, c'est la même chose. Donc, à 601 à 640, ou plutôt de 601 à 680, c'est là qu'on va demander des conditions supplémentaires pour minimiser le risque. Donc, ça peut être une mise de fonds, un garant, une caution, un autre bien en garantie. Donc, il peut y avoir des conditions qui vont être mises par le prêteur. Et on peut voir ensuite de 681 en montant, eh bien là, on tombe dans le vert, on est dans la zone qui est plus confortable pour les prêteurs. Donc, vraiment, ce qu'on appelle le crédit qui est à risque et dans lequel on va souvent demander des co-signataires, ça va être entre 101 et 180. Sachez bien que si vous avez peu d'historique de crédit ou si vous rencontrez des problématiques en lien avec la précédente diapositive, donc manque de stabilité d'emploi, emploi qui n'est pas permanent, donc qui est à temps partiel, où toutes ces conditions-là peuvent faire que même si vous avez un pointage de 720 ou 760, peuvent quand même demander un co-signataire. Donc, les répartitions de risque de pointage, et on peut le voir ici, de 300 à 549, on parle d'un pointage qui est très faible. Donc, c'est un emprunteur à haut risque. Généralement, il y a très peu de prêteurs qui vont aller là. De 550 à 619, eh bien, c'est un pointage faible. C'est un emprunteur à haut risque encore, mais qui est un risque modéré. C'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle la deuxième chance au crédit. C'est dans cette marge-là que la majorité des prêteurs vont jouer. De 620 à 649, on rentre dans le pointage moyen. Donc, c'est un emprunteur à risque modéré. 650 à 699, c'est un risque acceptable. Et 700 à 749, c'est du faible risque. Et 750 et plus, eh bien, c'est à très faible risque. Les instruments de crédit pouvant exiger un garant, donc un co-emprunteur, une caution, un co-signataire, eh bien, il y a les prêts personnels, parce que le prêt personnel repose, il n'y a pas de, il y a pas de bien en garantie, donc c'est beaucoup plus euh, courant que dans un prêt personnel, on va demander un co-signataire. Par exemple, dans un prêt de type CVT, ce qu'on appelle un contrat de vente à tempérament, généralement, c'est un contrat de vente qui est relié à un bien qui est financé, tel une voiture, un motorisé ou un véhicule récréatif ou même un bateau. Bien, dans cette condition-là, le risque pour le prêteur est moins élevé puisqu'il y a un bien en garantie. Donc, ça peut être plus facile d'obtenir un prêt auto si on passe par l'intermédiaire, par exemple, d'un concessionnaire que si on va soi-même à notre institution financière faire un prêt personnel. Parce que au niveau de la garantie, bien, le prêteur, même si c'est la même banque, a moins de risques sur un prêt CVT. Et généralement, les prêts de type CVT, il y a seulement les marchands qui peuvent offrir ce type de prêt-là. La banque là, ne peut pas faire de CVT à même la succursale. Ensuite, il y a les locations à long terme dans lesquelles, par exemple, vous pouvez louer une voiture ou un camion, un bien quelconque, eh bien, ils peuvent demander également un co-signataire. Les prêts de consolidation de dette, ça, c'est très commun, hein, puisque le risque est élevé. Les prêts hypothécaires, les prêts commerciaux, donc les prêts faits aux entreprises, les cartes et marges de crédit, les prêts gouvernementaux, les prêts marchands et les prêts pour épargne. Donc, on a en général là, la majorité, en fait, les plus courants dans lesquels on peut, ou des institutions peuvent demander qu'il y ait un garant qui soit ajouté. Maintenant, les différents types de responsabilités. Donc, voyons la différence entre un co-emprunteur, une caution, un endosseur, un utilisateur autorisé et un assureur caution. Donc, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage personnellement envers le prêteur et ou le locataire à remplir l'obligation de l'emprunteur si ce dernier est en défaut de le faire. Bon, il y a un petit détail important ici, c'est que généralement, la caution, elle, ça ne sera pas rapporté sur son dossier de crédit. Et pour que le prêteur puisse faire valoir son droit, on va voir tout de suite après quelles sont les dispositions. Et c'est ce qui vient faire la différence entre
être co-signataire ou co-emprunteur. Donc, ici, l'endosseur ou le co-emprunteur, c'est un synonyme, donc c'est la même chose. Les deux sont responsables de la dette à 100%. Et si le co-emprunteur, euh, si l'emprunteur, en fait, ne paie pas la dette, eh bien, le co-emprunteur va être tenu responsable. Ça va être rapporté sur son dossier de crédit en même temps. Donc, il y a vraiment moins de risques pour le prêteur lorsqu'il y a un co-signataire là, ou un co-emprunteur au dossier. Donc, qu'est-ce qu'un utilisateur autorisé? On va prendre une petite gorgée. Bon. Donc, un utilisateur autorisé, c'est un titulaire supplémentaire qui peut utiliser sa carte de crédit pour porter un achat ou une avance de fonds sur le compte de la carte de crédit du détenteur principal du compte. Donc, il arrive souvent que des gens vont avoir une deuxième carte de crédit au nom de leur conjoint. Il faut savoir que sur le dossier de crédit du conjoint, la carte de crédit n'apparaîtra pas puisqu'il n'est seulement utilisateur. Toutefois, derrière la carte, c'est inscrit que lorsque la personne utilise la carte, elle sera responsable et automatiquement s'oblige à contracter avec l'institution financière. Donc, en cas de défaut, en cas de retard de paiement, eh bien, éventuellement, le titulaire qui est supplémentaire sur la carte pourrait se voir affecté sur son dossier de crédit. Mais pourtant, la carte n'y apparaît pas. Donc, et là, si le titulaire autorisé veut se défendre, par exemple, envers la compagnie de carte de crédit, bien, il va devoir prouver qu'il n'a pas utilisé sa carte, qu'il s'en est jamais servi, ou si il l'a utilisé, donc il a remboursé sa part à lui de responsabilité. Ce sera la seule façon de pouvoir se sortir là, d'un mandat de recouvrement, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un assureur caution? Bien, une caution bancaire pour un crédit immobilier est une alternative à l'assurance emprunteur qui permet de garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Donc, en échange, l'emprunteur doit verser une prime d'assurance à la société de cautionnement pour toute la durée du prêt. Donc, au Canada, on a trois assureurs. Donc, on a Sagen, on a la Société centrale d'hypothèque et de logement, donc la SCHL, et Canada Guarantee, qui est aussi un assureur cautionnement pour le prêt hypothécaire. Qu'arrive-t-il en cas de défaut? Donc, les conséquences d'un cautionnement. Le prêteur ne peut s'adresser à la caution qu'en cas de défaut de l'emprunteur de remplir son obligation. Donc, par exemple, s'il y avait une caution sur un prêt auto, c'est seulement après la rétrocession du bien ou l'obtention d'un jugement où, à ce moment-là, le prêteur peut intervenir auprès de la caution. Donc, c'est pour ça qu'en majorité du temps, les prêteurs vont plutôt demander à ce que les gens soient impliqués comme co-signataires ou co-emprunteurs plutôt que caution. Donc, il y a vraiment une différence là, au niveau de la saisissabilité de l'action qui peut être prise par le prêteur envers les débiteurs. Il est important de noter la différence entre caution et co-emprunteur. En effet, là où le co-emprunteur est emprunteur au même titre que l'emprunteur principal, la caution ne sera quant à elle appelée en garantie par le créancier qu'en cas de défaillance. Donc, on va voir ça. C'est qu'arrive-t-il en cas de divorce? Eh bien, si le co-emprunteur est votre conjoint, une séparation ou un divorce n'entraîne pas la fin de l'obligation pour l'une et l'autre des parties. En tant que co-signataire, vous demeurez tous les deux responsables de la dette, à moins qu'un jugement disant le contraire soit émis par un tribunal. Donc, on voit souvent ça dans des cas de séparation où un prêt va être conjoint et que l'un des deux va faire faillite ou va faire une proposition ou va remettre le véhicule et ça va affecter directement le dossier de crédit de l'autre personne. Alors, bien important, lorsqu'on est co-emprunteur, on est responsable de s'assurer que l'autre partie paye à tous les mois. Hein, on est censé, si par exemple on endosse un tiers, un membre de la famille, eh bien, à tous les mois, à la date du paiement, il faut lui donner une tape dans le dos pour lui dire: Hey, n'oublie pas de faire ton paiement. C'est la responsabilité
du co-emprunteur, alors que la personne qui est caution a aussi un niveau de responsabilité, mais en termes de recouvrement là, ou de saisissabilité, ça va se produire un petit peu plus loin dans le processus. Les politiques d'inscription au dossier de crédit. Donc, généralement, l'emprunteur, lorsque vous faites affaire avec une institution financière, eh bien, ça va être rapporté sur le dossier de crédit. Maintenant, le co-emprunteur, on dit ici oui et non. Parce qu'il y a certaines politiques dans certaines institutions financières qui vont dire on va rapporter l'emprunteur principal, on va rapporter l'information sur son dossier de crédit, mais le co-emprunteur, lui, on ne le rapportera pas. Alors, ça, c'est discrétionnaire, donc c'est au choix de l'institution. Toutefois, si c'est le cas qui vous concerne, eh bien, vous pouvez demander via une demande de rectification en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, on peut demander au fournisseur de crédit que l'information soit rapportée sur le dossier de crédit. Mais c'est toujours à la discrétion du prêteur. Au niveau des locataires maintenant, eh bien, quand on parle de locataires d'un appartement, eh bien, certains propriétaires de parcs immobiliers qui disposent de plus de 200 portes. Pourquoi? Parce que c'est une règle chez Equifax et TransUnion d'avoir minimum 200 comptes à reporter au dossier de crédit. Eh bien, à ce moment-là, les loyers peuvent être rapportés sur le dossier de crédit. Et si, par exemple, un co-signataire, donc deux locataires sur le dossier, ça peut être rapporté sur les deux dossiers. Et à ce moment-là, sur le classement des comptes, ça va être rapporté comme un compte classé O, donc O1, qui veut dire payé comme convenu, et la lettre O faisant référence à un compte ouvert à échéance de 30, 60 ou 90 jours. Donc, même chose aussi pour les locations auto, ils ne vont pas nécessairement tous apparaître sur le dossier de crédit. Il y a ce qu'on appelle des compagnies de location qui sont captives et qui ne vont pas nécessairement rapporter le client au dossier de crédit. Ensuite, une caution, bien, c'est toujours discrétionnaire. Si, par exemple, le co-signataire est en défaut, eh bien là, ça va être rapporté sur son dossier de crédit. S'il ne l'est pas, eh bien, ça ne sera pas rapporté. Même chose aussi pour le locataire ou le co-emprunteur. Eh bien, si ce n'est pas rapporté sur son dossier de crédit, à partir du moment où il va devenir en défaut, eh bien, à ce moment-là, ça va être rapporté sur le dossier de crédit. Un endosseur, c'est la même chose qu'un co-emprunteur. Un utilisateur autorisé sur une carte de crédit, eh bien, la carte de crédit va être rapportée sur le dossier de crédit de l'emprunteur, mais généralement pas sur celle du co-signataire de la carte de crédit. Donc, on ne voit pas non plus ben, il peut y avoir des cautions lorsque ce sont des cartes de crédit commerciales, par exemple une carte de crédit d'entreprise que je me porte caution. La carte ne sera pas rapportée sur mon dossier de crédit, mais en cas de défaut, elle le sera. Et l'assureur caution, lui, eh bien, ça ne sera pas rapporté sur le dossier de crédit, mais en cas de défaut, ça pourrait l'être. Et il y a même certains assureurs qui vont aller chercher un jugement. Si, par exemple, il y a eu rétrocession d'une propriété, eh bien, ils peuvent obtenir un jugement 2 ans plus tard et le faire apparaître au dossier de crédit. Maintenant, sont rapportés sur les dossiers de crédit les prêts personnels, oui. Majoritairement, tout ce qui vient d'une institution financière, c'est rapporté au dossier de crédit. Les prêts de type CVT, contrat de vente à tempérament, oui. Par contre, certaines institutions, lorsqu'il y a un co-emprunteur, eh bien, ça ne sera pas rapporté à moins que celui-ci soit en défaut. Location à long terme, bien, c'est rapporté également. Les prêts de consolidation, c'est rapporté et c'est également pour le co-emprunteur. Les prêts hypothécaires ne sont pas toujours apparents sur le dossier de crédit. C'est discrétionnaire à l'institution financière. Donc, ce n'est pas toujours rapporté. Les prêts commerciaux, même chose aussi, si vous faites un prêt avec la BDC, par exemple, eh bien, ça n'apparaîtra pas sur votre dossier de crédit personnel puisque vous avez cautionné pour une entreprise. Les cartes et marges de crédit, même chose si ce sont des cartes personnelles, ça va apparaître sur votre dossier de crédit. Si vous êtes utilisateur, ça n'apparaîtra pas. Et si vous êtes caution d'une carte de crédit qui appartient à une entreprise, ça n'apparaîtra pas non plus.
Toutefois, il y a certaines institutions qui vont les faire apparaître. Donc, j'ai vu par exemple avec BMO, les cartes d'entreprise apparaissaient sur certains dossiers de crédit de consommateurs. Les prêts gouvernementaux, généralement, ne sont pas rapportés sur le dossier de crédit, à moins qu'ils soient en défaut. Les prêts de marchands sont rapportés et les prêts pour épargne. Oui, bien important, les prêts pour épargne. Si votre prêt pour épargne est fait avec une compagnie d'assurance, généralement, ce n'est pas rapporté sur le dossier de crédit, mais s'il est fait avec une institution financière, comme un prêt réel, par exemple, à ce moment-là, il va apparaître. Et là, c'est toujours discrétionnaire à savoir si le coût emprunteur va apparaître. Ça, c'est toujours l'institution financière qui va le décider. Et si le compte tombe en recouvrement, eh bien là, ça pourrait également apparaître sur le dossier du co-emprunteur. Donc, on a ici un exemple tiré d'un dossier de crédit Equifax. Donc, ici, on n'a pas la version Métro 2, qui est la version qui est couramment utilisée également par les courtiers hypothécaires. Ici, on a la version améliorée. Dans la version Métro 2, on va avoir un code qui désigne le niveau de responsabilité. On appelle ça un code ECOA. ECOA. Et ce code-là vient désigner le niveau de responsabilité de la personne sur le compte, à savoir ce qu'elle est co-signataire, les cautions, c'est un compte en fiducie, c'est un compte commercial. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et là, ici, on ne les voit pas sur cette version-là. Mais en gros, ce qu'on va avoir comme information, c'est tout ce qui est relatif au compte. Donc, ici, vous voyez exactement ce qu'un prêteur peut voir sur un dossier de crédit. Toutefois, les prêteurs ont une version de crédit beaucoup plus complète que celle qu'on voit là, notamment les banques, et ils vont avoir, eux, 17 éléments de plus qu'ils vont voir que nous, on ne voit pas ici dans cette version-là. Peut-être dans une future présentation de mercredi, on se fera le plaisir de vous montrer la version améliorée mais la version, en fait, qu'utilisent les prêteurs, qui est beaucoup plus complète, mais on va se garder un petit gêne pour le moment. On verra avec le temps si on va vous la présenter. Donc, créance garantie ou pas, eh bien, le prêteur, lorsqu'il va, en cas de défaut, lorsqu'il va prendre des mesures de recouvrement, il y a certains éléments qui vont être considérés. D'abord, de quel type de créance qu'il s'agit? Est-ce que c'est une créance privilégiée? Est-ce que c'est une créance garantie ou c'est une créance ordinaire? Donc, si c'est une créance qui est garantie, eh bien, on a un bien qu'on peut saisir. Donc, à ce moment-là, l'institution financière va proposer au client de vouloir remettre le bien s'il est en défaut pour minimiser son risque et reprendre le bien le plus tôt possible. Il va vérifier aussi, le prêteur, si le débiteur a des actifs saisissables. Donc, est-ce qu'il y a une maison, il y a un salaire, il y a un compte en banque, il y a des actifs, qu'est-ce qu'on peut saisir? Est-ce que l'emprunteur et le co-emprunteur sont également solvables? Ce sont des éléments qui vont être pris pour compte. Et est-ce que les débiteurs sont-ils collaboratifs? Vous savez, quand le département de recouvrement appelle le consommateur ou le débiteur et que ça ne répond jamais ou que la personne est très impolie au téléphone et envoie tout le monde promener, eh bien, ça aussi, c'est pris pour compte. S'il y a collaboration de la part du débiteur qui dit, écoutez, j'ai perdu mon emploi, je vis telle situation, ma femme a le cancer ou et là, on est hospitalisé, on a eu un accident, il y a une situation problématique. Souvent, les institutions financières vont faire preuve de compréhension, vont donner un congé d'intérêt, un congé de paiement. Il y a des programmes qui existent même aussi au niveau des assureurs caution. Si quelqu'un a de la difficulté à payer sa propriété, il peut faire appel à ces programmes-là et il y a jusqu'à 6 mois de paiement qui peuvent être payés par l'assureur à la banque si la personne est en problème financier. Donc, il existe beaucoup de ressources. La meilleure solution, c'est toujours de collaborer avec le prêteur pour garder le lien de confiance. Maintenant, les mesures de recouvrement et poursuites judiciaires, comment ça se passe au niveau de l'institution financière? Donc, d'abord, si on a un prêt avec une institution, généralement, lorsqu'on arrive à 120 jours de retard, eh bien là, à ce moment-là, on va avoir une cote 5 sur le dossier de crédit. Donc, si c'est une carte de crédit, mais ça va être un compte R et là, ça va être rapporté R5. Mais avant de passer à la cote 9, qui est passée au profit et pertes, l'institution financière va
avec son département de recouvrement, évaluer le dossier. Donc, comme on a vu dans la diapositive précédente, est-ce que la personne a des actifs saisissables? Est-ce qu'il y a un bien en garantie? Quel type de créance que c'est? Et là, elle va décider qu'est-ce qu'elle fait. Soit que d'un côté, elle va tout simplement radier la dette, donc la passer au profit et pertes, et transférer le mandat de recouvrement à un tiers, telle une agence de recouvrement. Et là, à ce moment-là, cette agence de recouvrement-là va également l'afficher sur le dossier de crédit, en plus du fournisseur de crédit qui va afficher la mauvaise créance sur le dossier de crédit. Et aussi, le prêteur peut décider, selon son évaluation, d'entreprendre des mesures de recouvrement auprès des tribunaux. Donc, de s'adresser à la Cour via une requête introductive d'instance et obtenir jugement contre le débiteur pour procéder à la saisie de ses biens. Alors, dans le cas d'une agence de recouvrement, l'agence de recouvrement n'a pas le pouvoir de saisir comme telle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est appeler le débiteur, lui écrire, tenter d'arriver à un arrangement, alors qu'un jugement, lui, peut être exécutoire. Le jugement peut conduire à la saisie des biens, à la vente du contrôle de justice. Bref, ça peut être un petit peu plus, je vous dirais, dramatique pour le débiteur. Donc, c'est pour ça que c'est important au moment où ce que l'évaluation, même dès qu'on commence à avoir des retards ou des problèmes à payer, de démontrer la bonne volonté puis expliquer à l'institution financière la situation que le débiteur vit. Comment négocier maintenant avec l'institution financière? Eh bien, qui peut négocier une dette relative à un jugement ou un recouvrement apparaissant sur le dossier de crédit? Donc, si la dette, elle est toujours due, eh bien, un avocat peut le faire, un syndic autorisé en insolvabilité. Donc, on n'est pas obligé de faire une proposition de consommateur ou une faillite. Le syndic peut agir à taux horaire et intervenir auprès d'un créancier. Ils ne font pas seulement des propositions et des faillites. Un commerçant de règlement de dette également, ça c'est une personne qui détient un permis auprès de l'Office de la protection du consommateur et qui lui permet de négocier des dettes avec un créancier. Donc, cette personne-là peut agir et le débiteur lui-même, donc la personne peut appeler son institution financière, trouver un arrangement, trouver une solution. Donc, mais l'idéal, c'est toujours de faire affaire avec un professionnel. Maintenant, lorsque ce soit un professionnel ou le consommateur lui-même, eh bien, il faut fournir un budget détaillé avec les actifs passifs. Et bien important, ce budget-là doit être assermenté. Pourquoi? Parce que si on fait une fausse déclaration, eh bien, à ce moment-là, ça peut être reconnu comme un méfait public. Et là, ça peut être passible de poursuite là, au niveau criminel. Donc, c'est pour ça que c'est important de démontrer la bonne foi en présentant un budget qui a été assermenté par un commissaire à l'assermentation. Faire preuve de bonne foi, avoir la volonté d'arriver à un règlement. Tu sais, si la personne elle a une dette de 10 000 puis elle offre 200 puis elle veut rien offrir d'autre, ça ne peut pas marcher. Il faut arriver à vouloir trouver une entente qui est raisonnable pour tous les partis. Et généralement, avec un budget, de bonnes explications, des évaluations immobilières, s'il y a une propriété en compte dans ça, eh bien, tout ça va avoir une incidence importante. Et fournir un échéancier et le respecter, ça, c'est bien important. Euh, Parce que si on ne le respecte pas, l'institution financière ne laissera pas de deuxième chance. D'ailleurs, on a mis un site ici que vous pouvez consulter de Justice Canada qui donne beaucoup de conseils là, sur toute la procédure à faire pour entamer une négociation. Maintenant, quelles sont les mises à jour à effectuer sur le dossier de crédit après un paiement complet du compte en défaillance? Donc, bien important, lorsqu'un fournisseur de crédit est acquitté, bien, il faut demander une quittance. Et là, si le débiteur a payé une agence de recouvrement, un exemple, Mastercard, Banque nationale, le compte a été passé au profit et pertes, ça a été vendu à une agence, pas vendu, mais transféré à une agence de recouvrement qui s'appelle, par exemple, MetCredit. Bon, et là, vous payez MetCredit. Donc, vous obtenez une quittance auprès de l'agence MetCredit, mais il faut également non seulement s'assurer que l'information dossier de crédit en lien avec cette agence-là
que l'inscription payée soit inscrite, mais également auprès du fournisseur, ici en l'occurrence la Banque nationale, la carte de crédit, il faut que ça soit inscrit, la mention compte acquitté et solde à zéro. Bien important, parce que si on obtient la quittance de l'agence de recouvrement, mais on ne corrige pas le fournisseur de crédit, eh bien, rappelez-vous, dans les formations précédentes, on a parlé qu'il y a une entente commune dans la communauté des créanciers qui dit que on doit, on n'accorde pas de crédit à quelqu'un qui a des comptes en recouvrement ou des jugements impayés. Donc, s'il y a un compte qui est classé, par exemple, R9 et qu'il n'y a pas de mention compte acquitté, eh bien, même si le solde est à zéro, le compte est toujours réputé être en recouvrement. Donc, on ne sait pas la somme qui est due. C'est peut-être deux, trois agences de recouvrement qui ont le mandat. Alors, les prêteurs vont exiger qu'il y ait une quittance qui soit enregistrée. Donc, bien important, deux choses. La première chose, on corrige auprès de l'agence de recouvrement. On demande que ça soit mis à zéro et quitancé avec la mention payée sur le dossier de crédit. Et au niveau du fournisseur de crédit, si c'est un fournisseur qui rapporte au dossier de crédit, c'est un exemple, là, vous payez l'agence de collection pour gaz propane XYZ. Gaz propane XYZ n'est pas un fournisseur de crédit, ne rapporte pas sur le dossier de crédit. Donc, à ce moment-là, on va seulement demander à l'agence de mettre le compte à zéro avec la mention payée. Mais dans le cas d'une carte de crédit, par exemple, ça c'est un instrument bancaire, et bien ça, c'est rapporté à titre de fournisseur de crédit. Donc, bien important, on doit mettre le compte à zéro et la mention acquittée. Maintenant, comment changer l'état de la mention dérogatoire sur un dossier de crédit à la consommation? Donc, si on veut le faire avec recours, donc on veut que ça soit fait et que ça ne revienne pas. Parce que souvent, si vous envoyez par le formulaire de mise à jour des agents d'évaluation de crédit, vous envoyez simplement la quittance comme ça, par la poste ou par fax ou par courriel, eh bien, il arrive à l'occasion que sur le ruban que les fournisseurs de crédit envoient, que l'information ne soit pas mise à jour. Alors, Equifax, par exemple, ou TransUnion vont prendre votre quittance, ils vont l'enregistrer sur le dossier de crédit, ils vont le mettre à zéro. Mais 6 mois plus tard, Banque nationale revient puis réimprime avec le ruban l'information qui est dérogatoire. Et à ce moment-là, là, ça revient. Et là, les gens disent, ben voyons, Equifax m'a écrit, ils m'ont dit qu'ils l'avaient corrigé, puis là, c'est encore avec un solde qui est dû sur mon dossier de crédit. Eh bien, l'information, il faut la changer à la source de celui qui l'a émis. Le Equifax et TransUnion, ce sont comme des perroquets qui répètent l'information que les fournisseurs de crédit leur ont transmise. Donc, c'est à la source qu'il faut aller. Et ça, pour bien le faire, il faut faire une demande de rectification en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est une demande avec recours. C'est-à-dire que si l'institution financière ne corrige pas l'information, bien à ce moment-là, il y a un recours devant les tribunaux, il y a une procédure qui est là et tout ça est enseigné dans notre formation, comment corriger les dossiers de crédit. Et en tant que courtier hypothécaire, courtier immobilier, vous apprenez comment accompagner le client. Vous ne pouvez pas faire la job pour lui, vous ne pouvez pas être mandaté pour le faire, mais vous pouvez l'accompagner, lui charger des frais pour ça. Et en même temps, au sens de votre ordre professionnel, que ce soit l'OASIC ou l'AMF, ou le barreau, bien, ça vous enlève l'obligation de, non pas le barreau par contre, ça vous enlève l'obligation de résultat. Vous avez qu'une obligation de moyen. Ensuite, il y a le formulaire d'Equifax pour courtier hypothécaire. Malheureusement, il y a juste Equifax que ce formulaire-là. TransUnion n'offre pas cette possibilité-là, mais ce formulaire-là est un formulaire qui est beaucoup plus rapide que la version consommateur là, lorsque le client tente de corriger lui-même son dossier de crédit. Cette version-là va prendre quelques jours seulement, mais c'est toujours, ça doit être fait dans le but d'aboutir à un prêt hypothécaire. Hein, le but, c'est de conclure un prêt hypothécaire. Vous ne pouvez pas vous servir de ce formulaire-là pour faire de la correction pour votre beau-frère qui veut mettre à jour son dossier de crédit et s'acheter une voiture. Là. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez perdre votre privilège d'accès Equifax si vous faites cela. Donc, il faut toujours que ça soit dans le cadre de conclure un prêt hypothécaire. Et le formulaire d'Equifax pour courtier, lui, ne vous permet pas de faire de la contestation. Donc, vous ne pouvez que mettre à jour de l'information. Donc, là, si on veut faire de la contestation, il faut aller vers les demandes de rectification avec recours.
Donc, comme on voit, donc la première est avec recours, les deux autres, c'est sans recours, c'est-à-dire que si vous faites répondre non ou que Equifax ou l'institution financière ne veut pas collaborer, eh bien, vous n'avez pas de recours possible. Maintenant, combien de temps l'information va rester au dossier de crédit? Eh bien, généralement, lorsque c'est un compte en recouvrement, ça va rester 6 ans à partir de la dernière date d'activité. Bon, là, il y a un peu de, il y a un petit côté discrétionnaire que les agences de recouvrement peuvent utiliser, c'est-à-dire que si, par exemple, le compte est en recouvrement sur votre dossier de crédit depuis 4 ans et que là, vous faites un paiement complet, donc vous faites un arrangement avec eux, eh bien, ça peut rester 6 ans. Donc, en totalité, ça va avoir duré 10 ans sur le dossier de crédit. Donc, dans certains cas, les agences de recouvrement, ils peuvent dire, bon, parfait, on enregistre le paiement en date d'aujourd'hui, ou on va tout simplement, on changera pas la dernière date d'activité, ou on va le mettre tout simplement à payer et on changera pas, on va faire en sorte qu'il va disparaître dans 2 ans. Donc, ça, c'est discrétionnaire toujours à l'agence de recouvrement. Donc, et si c'est un prêt garanti par un bien, bien le prêt garanti, lui, la garantie, l'aliénation de privilège n'apparaît pas au dossier de crédit comme tel, mais le prêt, lui, va être rapporté et va apparaître pendant 6 ans sur le dossier de crédit. Sachez que quand, quand un compte est confié en recouvrement, l'article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé dit que on n'a pas besoin du consentement d'un consommateur lorsqu'il s'agit de recouvrer une créance. Donc, ça veut dire que le compte en recouvrement peut apparaître indéfiniment dans le temps sur le dossier de crédit de la personne. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut régler nos dettes. Du côté de TransUnion, c'est la même chose également. Ça va rester 6 ans à compter de la dernière date d'activité. Donc, si par exemple, vous êtes co-emprunteur pour quelqu'un qui était en défaut sur un prêt, donc il y a eu des retards ou qui a remis le bien au commerçant ou remis la propriété à l'institution financière, eh bien, ça va rester 6 ans sur votre dossier de crédit. Et s'il y a un montant qui est toujours en recouvrement, eh bien, ça peut se prolonger. Les gains et pertes de pointage maintenant, eh bien, au niveau du pointage, les pertes de points présumées, ça dépend de l'algorithme qui va être consulté à ce moment-là. On sait, et je vous invite à aller voir notre formation sur les algorithmes de pointage, là, qui est quand même très complète et qui va vous démontrer un peu le fonctionnement des algorithmes et comment la gestion du risque, elle est mesurée. Donc ici, si on parle d'un prêt auto, eh bien, la perte de points va être différente que si c'est un prêt immobilier. Donc ici, c'est basé sur le FICO Score Simulator. Donc, c'est un logiciel là, américain qui permet de simuler les pertes de points selon les différentes défaillances. Donc, généralement, les prêts pour lesquels on va être co-signataire, ça va être des types de classement I ou M. Donc, I pour prêt à tempérament et M pour hypothécaire. Ça peut arriver dans des O, des R, des C et des L également. Mais on peut voir ici, en général, la perte de points qui va être engendrée par une cote 9. Donc, on peut voir si notre pointage est à 6,80. Mais si on regarde pour un compte-titre, c'est de 165 à 210 points qui peuvent être perdus. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre 165 et 210 points? Eh bien, c'est les informations qui vont être rapportées relatives au compte. Est-ce que c'est une rétrocession volontaire, involontaire? Est-ce qu'il y a un montant en recouvrement? Est-ce qu'il y a une mention de compte acquitté? Est-ce que c'est fermé à la demande du créancier? Donc, il y a plusieurs commentaires là, qui peuvent avoir une incidence sur le pointage. Maintenant, en conclusion, ce qu'on voudrait vous amener pour la prochaine formation qui aura lieu le 27 mars à 11 heures, c'est l'impact d'une succession déficitaire sur un dossier de crédit. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui, par exemple, avaient un frère qui ne parlait pas depuis 30 ans et le frère en question est décédé et les gens ne se sont pas occupés de la succession et par défaut,
ils ont été nommés succédants. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, les dettes du frère en question se sont retrouvées sur le dossier de crédit de la personne. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'une personne décède, qu'est-ce qu'on doit faire avec son dossier de crédit? C'est quoi la démarche à utiliser? Donc, on va voir exactement ce qui doit être fait lors de la prochaine formation. Je vous rappelle, ce matin à 10 heures, on avait notre première émission sur les ondes de CKVL avec Histoire de fraude. Donc, c'est en rediffusion le vendredi de 10 heures et 11 heures et le samedi soir également. Donc, à ne pas manquer, je vous invite à aller sur le site de CKVL et on a une émission comme ça à tous les semaines où on vient vous parler des différentes histoires de fraude et des stratagèmes qui ont cours dans l'industrie. En terminant, on vous rappelle nos formations qui donnent des UFC, fraude hypothécaire et avis de cotisation, formation qui a été faite en collaboration avec Desjardins et Sagem, qui est un assureur hypothécaire. Donc, on vous invite à suivre cette formation-là qui vous montre comment détecter les faux avis de cotisation. Quand le crime organisé veut vos condominiums, donc on va vous parler des différents stratagèmes et modes opératoires que le crime organisé utilise pour prendre le contrôle dans des syndicats de copropriété et dans des immeubles à condos. Aussi fraude et cybercriminalité avec le général Gaston Côté, ex-brigadier général du Canada, qui siège également sur le Centre canadien d'analyse géostratégique. Alors, il va venir vous parler de fraude et cybercriminalité. C'est très intéressant. Comment vérifier l'intégrité d'un partenaire immobilier? C'est du KYC, donc Know Your Clients. Donc, formation très intéressante qui vous montre comment, au Québec, faire une vérification d'intégrité en consultant les bases de données nationales. Vous serez surpris de toutes les informations qu'on peut obtenir sur une personne. Donc, lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous amène des dossiers, de la business ou qui veut s'associer avec vous, eh bien, vous, ou même un futur locataire, eh bien, cette formation-là qui donne 3 UFC avec l'OASIC, l'AMF, le barreau et autres, eh bien, va vous permettre d'aller investiguer. Ensuite, comment authentifier un permis de conduire, donc les techniques de formalisme en matière d'analyse documentaire et notre fameuse formation vedette, correction de crédit, module 1, 2, 3. Donc, c'est 12 heures de formation en webinaire. Ça se fait sur 3 avant-midi. Non, ne soyez pas inquiets, ce n'est pas 12 heures d'un coup. C'est une formation qui est accréditée par le programme de formation de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire, donc 12 UFC. Alors, très bonne formation qui vous donne toutes les méthodes pour corriger un dossier de crédit avec la loi. Donc, soit en accompagnant le consommateur ou en créant tout simplement une entreprise de correction de crédit. Donc, vous allez avoir tous les démarches dans ça. C'est une très bonne formation et très prisée. Donc, on arrive à la fin. S'il y en a qui ont des questions, eh bien, je vous invite à les poser maintenant. Donc, pendant que nos auditeurs écrivent leurs questions, donc en fait, juste pour préciser, l'émission de radio va être en rediffusion le vendredi à 11 heures et le samedi à 18h30. C'est sur les ondes de CKVL 100,1 FM ou sinon, vous pouvez aller sur ckvl.fm et l'écouter aussi en direct à ce moment-là. Et il va être disponible éventuellement en rediffusion.